Dans cette série balado, Ski à l'école discute avec ses invités variés de nature, de plaisir et d'aventure. C'est connu, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. Alors c'est parti, attachez vos bottines, on va se faire ensemble une randonnée parsemée d'histoires inspirantes. En route pour Capitale Plein Air. Bienvenue à ce 25e épisode de notre série balado. Mon nom est Benoît Hudon de Ski à l'école. Merci tellement, merci mille fois à vous d'être là. 25 épisodes à jaser de plein air. Sous toutes ses formes, c'est génial, c'est un privilège. J'espère vraiment pouvoir continuer à faire ça avec vous encore un petit bout. Alors n'hésitez pas, allez sur Apple Podcast, nous laisser un petit commentaire ou une petite étoile sur Spotify. Ça aiderait vraiment au référencement de cette balado. Ces merci étant dit, je dois aussi dire que ma voix va sonner un peu caverneuse dans cet épisode que j'ai enregistré sur la route parce que oui, on est en plein cœur de l'été. J'étais un petit peu en formule nomade. J'ai enregistré ma jasette d'aujourd'hui dans une yourte mongolienne depuis un petit village du nord-est de l'île du Prince-Édouard. Alors voilà, si ma voix était spéciale, eh bien notre invité d'aujourd'hui l'est tout autant. J'ai jasé avec Madame Bernadette Ray qui nous introduit tout doucement au Shinrin-yoku. C'est une pratique thérapeutique originaire du Japon qui allie la nature à tous nos sens. Quand on parle de tous nos sens, odorat, oui, la vue, toucher, on les connaît, mais Bernadette va aller au-delà et plus loin que ça. C'est ce qui est vraiment intéressant. Vous avez probablement déjà entendu parler de la pratique de bain de forêt. Bernadette, elle, préfère appeler ça voie de forêt, une voie qui nous permet d'être plus conscient du rythme qui nous guide. Même quand on va en plein air, souvent là, on va vite, l'esprit s'agite. Alors, on essaie de se ramener à un niveau qui nous fait du bien toujours. C'est ce qui est important, avoir du plaisir, se sentir bien. Et Bernadette, elle a incorporé le Shinrin-yoku il y a quelques années pour se sentir bien face à certains défis de santé. Donc, elle nous raconte ça avec des anecdotes touchantes, des anecdotes personnelles, mais aussi une bonne poignée de références scientifiques parce qu'elle est professeure, pédagogue universitaire. Donc, elle sait vulgariser, elle sait partager les fondements qu'elle a appris durant sa vingtaine de voyages au Japon. Alors, qui de mieux placé que Bernadette pour nous parler du Shinrin-yoku? Merci à vous d'être là encore une fois et bonne écoute. Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payés, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sors dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigt. Bernadette, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. En premier lieu, là, j'aimerais vraiment savoir ce que représente le concept d'être en plein air pour toi. C'est beaucoup ce que ça représente. En fait, c'est essentiel dans ma vie, le plein air. Je pourrais dire que pendant 35 ans, j'ai enseigné à l'université et au collège, les deux en même temps. J'essayais toujours d'amener mes étudiants ou mes élèves, selon le statut, à l'extérieur. C'était très drôle parce que je devais toujours demander la permission. Donc, même en étant à l'université, je les amenais souvent à l'extérieur et dans un contexte où c'était vraiment pas un sujet de plein air. Mais je m'organisais pour qu'on fasse des choses dehors pour sortir. Et puis moi, je sortais dehors. Mais le plein air a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis jeune. Je vais rire un peu parce que, en fait, c'est comme si je m'évadais de ma propre famille. Je prenais mon vélo et je m'en allais. Je m'en allais avec ma flûte traversière, mon vélo, et je pouvais parcourir des kilomètres. À l'époque, c'était des milles. Alors, des kilomètres pour être toute seule et puis pour m'asseoir sur une clôture.
On était à Annecy, puis après à Laval, et ce que je faisais, c'est que j'allais à Pierrefonds pour aller m'asseoir sur une clôture, regarder les chevaux gambader. Je jouais Hmm. la flûte traversière. Ça, c'était assez jeune. Par la suite, j'ai fait beaucoup de camping sauvage, descente de rivière. J'ai quelques anecdotes de descente de rivière où Oui, allons-y. oui, où on n'avait pas pu s'installer pour la nuit. Donc, on était plutôt accrochés à des roches pour essayer de se reposer. Et finalement, je ne sais pas si on a bu de l'eau, mais on était malade. Donc, on a dû aller à l'hôpital. On était intoxiqués. En tout cas, quelle histoire de cette descente de rivière. Bon, c'est ça, mais j'aimais beaucoup, beaucoup être toujours dehors. En fait, j'aurais voulu même être soit prof d'éducation physique à Hmm. l'époque, mais aussi j'avais des rêves de vulcanologue, anthropologue, archéologue, océanographe. En tout cas, c'était Ah. avec le vivant, ce que je Oui, préfère oui, dire, oui. le vivant que la nature. Donc, pour moi, le plein air, c'est plutôt d'être, pour vrai. Mhm. Ouais. Enfermé, je ne suis pas. Je survis. Et ça semble être multirythme, ta relation avec le plein air. Par multirythme, j'entends des aventures, mais autant que de prendre un moment avec un instrument, puis d'avoir une certaine vibration. J'ai beaucoup aimé l'image de la flûte traversière sur une clôture. Ça sonne, dans ma tête, ça s'illustre de façon très, très pittoresque et un peu fantaisiste, mais c'est comme s'il y avait un échange de vibrations déjà avec la nature. Mais quel rythme adoptes-tu plus généralement en plein air ces jours-ci? Est-ce que c'est la grande expédition, encore du canot camping assez sauvage, ou il y a un rythme un peu plus mollo qui s'est installé? Ben, en fait, par la force des choses, parce que on a découvert un anévrisme au cerveau. En 98, j'ai eu une première chirurgie en 2001 et je devais ralentir parce que dans le fond, Hmm. avant 98, je m'entraînais pour le triathlon. Donc, j'étais beaucoup dans la vitesse, Oh. dans la compétition, dans l'efficience, l'efficacité. Et là, je suis plutôt dans ce que j'appelle l'émulation, c'est-à-dire me L'émulation. dépasser moi-même. Donc, c'est certain que je suis plus dans la lenteur, mais j'ai toujours été une certaine lenteur. C'est ça qui est assez drôle. Dans la famille, on m'appelait la tortue. Parce que j'étais plutôt dans la contemplation, un peu aussi comme les salamandres, c'est-à-dire que prête à réagir, mais j'étais beaucoup dans l'observation, puis tout d'un coup, pouf, je fonçais. Donc, je pense que je suis revenue à ce rythme d'une façon obligatoire, en fait. Hmm. Et d'ailleurs, quand j'ai essayé de me remettre en forme, en 2017, j'ai eu une récidive, ce qui fait que là, ben, je dois écouter mon corps, c'est-à-dire de rester dans la lenteur. Euh, mais mais c'est la lenteur avec la nature, avec le vivant. C'est pour Hmm. ça que j'ai 3 chiens d'ailleurs. Oui, oui, oui. Beaucoup de Voilà. vivants autour de toi, Bernadette. Donc, le rythme, on a une belle idée du rythme que tu adoptes maintenant en plein air. L'immersion avec la nature, tu conjugues beaucoup être avec le vivant, dans une lenteur qui semble être en concordance avec un état de santé aussi, un état sain. Euh, S'immerser dans la nature, c'est une phrase que j'ai lue là, sur votre site Internet aussi. On va aller plus en détail derrière votre organisation un peu plus tard. Mais je veux savoir, s'immerser dans la nature pour toi, Bernadette, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire d'y entrer avec gratitude, euh, un peu comme quand on rentre dans un temple. Je ne suis pas, comment je pourrais dire, je ne suis pas une doctrine, un dogme ou une religion, mais pour moi, entrer avec la nature, c'est rentrer chez moi, donc dans un endroit
qui me fait du bien, qui me reconnaît. Je trouve ça important. Donc, j'ai une forme de gratitude. Oui, ben oui, ça met la table, ça c'est certain. C'est d'être conscient de ce qui nous entoure quand on entre dans la forêt, parce qu'on peut aller en nature, mais l'immersion, la conscience, l'état d'éveil en nature, c'est tout autre. Souvent, je suis content qu'on parle ensemble de cet angle-là, Bernadette, parce que on a fait plusieurs épisodes, une vingtaine jusqu'à maintenant, et souvent c'est en lien avec des activités, on est dans l'action, c'est vraiment louable. J'adore ça personnellement aussi. Mais c'est vraiment intéressant aussi que de rendre ça la forme simpliste. Donc, de retourner à l'essentiel. Et ton introduction de ce qu'elle suggère, c'est que la respiration, c'est la meilleure façon d'être en immersion, de prendre conscience de ce qui nous entoure. Est-ce que c'est la pierre angulaire ou la première brique du grand mur de sagesse que peut être le Shinrin-yoku, si je le prononce correctement aussi, d'après toi, Bernadette? C'est assez bien prononcé. C'est sûr qu'à la japonaise, il y a un petit dring-dring, Shinrin-yoku. OK, Mais oh, moi, je le prononce Shinrin-yoku pour OK. que ce soit plus facile pour tous. Oui, on pourrait dire que c'est la pierre angulaire. En fait, c'est de reconnaître que nous sommes vivants. Et comme je disais, ben, la respiration, c'est ce qui nous permet d'être vivants. Hmm. Par contre, va s'ériger autre chose. Moi, je vais remettre en question l'image du mur. C'est plutôt une grande ouverture qui, Ah oui, en fait, c'est bien comme dit. un chemin. Non, non, mais c'est amusant. C'est comme un chemin. Oui. Hier, je parlais avec une de mes collègues, l'amie Sylvestre que j'appelle, et elle parlait de faire passer les gens dans un tunnel, puis on disait, ouais, on n'aime pas prononcer le mot tunnel. C'est plutôt comme un chemin de vie, une ouverture vers une forme de grande lumière. Et j'irai pas là parler de pranayama ou de ceux qui vivent que de la lumière et de... Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est de se dire que oui, il y a la respiration, mais par la suite, c'est de nous amener à entrer dans un état de fascination. Et ça fait très longtemps que les gens ont, pas tous, hein, je veux pas condamner tous, mais Mhm, quand on court en forêt, si on fait de la randonnée où on marche très rapidement, mhm, où on fait une descente en canot plutôt que de faire, je sais pas moi, du kayak lent sur une mhm. eau assez calme très tôt le matin en écoutant le huard parce que ça fait partie du Shinrin-yoku. On en fait en kayak, on en a fait au lac Saint-Jean, c'était sublime. En fait, c'est la lenteur aussi, je dirais dire la deuxième pierre angulaire, Mhm. c'est d'être lent afin de se laisser fasciner parce que la nature nous amène à voir, à être, à ressentir avec tous nos sens. Et on n'a pas que 5 sens, on en a beaucoup plus. Par contre, c'est comme si on ne les ressent plus, on ne les utilise plus aussi, parce qu'il y a des sens euh, qu'on a presque condamnés. Je Comme pourrais les lesquels, par expliquer exemple? plus tard, Oui. oui. Ah, Ben, à OK. moins que je puisse les expliquer Oui, si on maintenant. peut faire une petite parenthèse. Oui, Oui, certainement. OK. Ben, en fait, on connaît nos 5 sens. Donc ça, c'est assez facile de se dire, on regarde le vert, le bleu, le brun, qui sont les trois couleurs principales qu'on regarde, qu'on l'on voit dans la forêt. Et ces couleurs, c'est pas juste la symbolique. On va laisser tomber de côté la symbolique des couleurs, mais plutôt l'effet de la Mhm. couleur qui nous calme, qui nous rassure, qui nous enveloppe, qui nous materne, si on parle du brun. Mais il y a aussi les sons qui sont plus chatoyants à des niveaux moins perturbants quand on entend Hmm. les oiseaux, les troncs d'arbres des fois qui se frottent dans les airs, qui font comme un ça Oui. cuisse, là, ça coisse, en tout Oui. cas c'est étrange. Le bruit des feuilles, même quelquefois les peupliers, si on ferme nos yeux, quand on entend les feuilles de peuplier, ou de jeunes êtres au printemps qui sont encore là, qui ne sont pas tombés, ben, ça a Mhm. presque l'air d'un ruisseau. Donc, des fois, si on n'a pas l'eau à côté de nous et qu'on se concentre sur le son que fait certaines feuilles, ça nous amène même le son d'un ruisseau, qui n'est pas là. Mais bon, donc il y a toute la fascination, l'émerveillement, puis l'imagination qui est mise à contribution. Donc,
il y a le toucher, évidemment. Le toucher, on dit toujours que le toucher, si on ferme les yeux et qu'on touche quelque chose, c'est une chose, mais quand on touche une feuille qui nous semble luisante, lisse, glissante, qu'on la voit comme ça, et après on la touche, puis on se dit, ah non, mais elle est collante, elle n'est pas glissante, elle est même duveteuse. Donc, ça remet en question notre évaluation de ce que l'on a Mhm. vu, et là, ça devient aussi fascinant. Donc là, je parle juste des sens que l'on connaît déjà. Oui. Au niveau du goûter, c'est peut-être celui qui pourrait être le moins sollicité parce qu'on a peur de goûter. Oui. Mais de goûter la terre, c'est extraordinaire de goûter la terre. Je dis pas d'en mettre beaucoup, là, c'est juste de frotter nos doigts sur le sol puis de goûter le bout des doigts. On dit, ah, Ah, ça goûte ça, la terre. oui, oui. T'apportes pas ta Euh, petite cuillère en non, non, randonnée non. pour. Ben, des fois, on fait ça pour Ah oui? gratter, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Mais ça, c'est vraiment juste, je pourrais dire, une invitation presque de, de reconnaissance de ce qu'il y a en dessous, tout doucement, sans gratter trop fort. Mais parce Oui. qu'on n'aime pas déranger. Mhm. Mais le goûter, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la bouche, puis on sort légèrement la langue. C'est comme si on disait bonjour en tibétain, d'ailleurs. Et on va happer l'air, et on se dit, ben, on s'amuse à, je respire l'air devant moi, je vais découvrir un parfum, puis je vais vérifier si ce que je sens, est-ce que ça goûte la même chose? Donc, c'est de s'amuser aussi. C'est assez ludique. C'est pas nécessaire d'être dans une position de méditation sévère et austère. C'est plutôt d'être là dans Mhm. l'émerveillement, comme les enfants. Moi, j'adore amener les enfants parce que je les laisse aller. Il y a moins de consignes du silence que l'on propose aux adultes. Euh, mais c'est de se laisser être. Donc, Mhm. par les sens. Mais après ça, on réalise qu'il y a l'autre, beaucoup d'autres plutôt. Il y a l'équilibroception, en fait, que l'on partage avec les arbres. C'est-à-dire Mhm. qu'un arbre qui est penché par le verglas va vouloir reprendre sa position vers le haut. Nous, contrairement aux autres animaux, on est les seuls à avoir la station debout. Mais c'est de réaliser que oui, c'est vrai qu'on a la station debout, et que l'on est en équilibre et qu'on n'est pas comme un animal à quatre pattes, et donc de marcher très lentement, plus lentement que notre marche, des marches normales, va faire qu'on va tituber. C'est Oui. très amusant. Oui. Donc, cette invitation, cette proposition à marcher très lentement, puis les gens, même des fois, ils me regardent à l'avant puis ils disent, bon, est-ce qu'elle est saoule? Parce que oui, même moi, je marche en titubant. Oui, oui, je l'ai expérimenté cet été, Bernadette, cet exercice. Mhm, On a un labyrinthe méditatif ici d'inspiration bouddhiste, là où je travaille pour l'été. Et mhm, c'est particulier comme expérience de marcher lentement. On fait pas ça souvent. Et je pense que ça mhm. vaut la peine de connecter avec ça au moins une fois. C'est vraiment fascinant. Oui, et puis ben, c'est ça. Puis après, on réalise quelle est notre vitesse normale, en fait, celle qui est notre vitesse à nous. Et moi, je vais préférer dire, je ne vais pas vous faire nécessairement ralentir, mais je vais plutôt vous proposer à prendre le temps de prendre votre temps. Et ça, c'est Hmm. différent. Il y a certains guides qui vont dire bon, on va ralentir, mais pour certaines personnes, c'est agaçant de ralentir, c'est frustrant. Et ça l'amène dans un état d'inconfort. Donc, c'est pas ça Mhm. qu'on veut, mais on veut leur faire réaliser quelle est votre vitesse qui est acceptable de façon à pouvoir vous rendre compte de tout ce qui bouge pendant que vous aussi vous bougez, et de vous laisser fasciner. Oui, c'est Donc, des constats. oui, c'est ça. En fait, c'est de réaliser c'est quoi être vivant parmi le vivant, donc parmi la nature, et de reprendre son rythme, de se donner la permission de reprendre son rythme, sans se sentir comme un petit fouet en arrière. Moi, je pense toujours à Tintin. Ça fait partie de ma culture. Et quand Milou, il a le petit Milou démon et le petit Milou Ah oui, ange, oui, oui, ben, oui. tu sais, c'est cet équilibre entre les deux. Et, euh, Mhm. et bien que je suis extrêmement bien en nature, j'ai besoin aussi quand même d'être stimulée. Donc, je dirais jamais aux gens,
Il faut être que dans une pratique de Shinrin-yoku dans sa vie. Non. Je pense qu'on a besoin de ça pour se rééquilibrer parce que aujourd'hui, dans notre vie contemporaine, on est trop stimulé. Oui, c'est ça. Ça semble remettre en perspective nos rythmes ou nos vitesses habituelles, qui on est toujours sur un certain cruise control, là, puis on s'en rend pas Mhm. compte. Comment c'est rentré dans ta vie, toute cette prise de conscience-là et la pratique en tant que telle du Shinrin-yoku, Bernadette? Ben, je pense que c'est des choses que je voulais pas voir au départ. Je me souviens que justement quand je faisais du canot, du kayak, euh, c'était pas la vitesse qui m'intéressait. C'était vraiment déjà justement cette idée que j'ai émise tantôt, cette image de d'être tranquille sur un Hmm. lac qui n'est pas encore réveillé, d'écouter les huards, bon. Donc, j'avais déjà ça en moi. Même quand je faisais du ski de fond, c'est la même chose. Je voyais tous ceux là qui allaient vite, vite, vite pour se mettre en forme. Je dis, il y a d'autres façons de se mettre en forme, mais est-ce que je peux être dans le bois, regarder ce qui se passe, à écouter le silence de l'hiver? Donc, j'avais déjà ça. C'est pour ça, je pense Hmm. qu'on m'appelait aussi la tortue. La vie, je dirais professionnelle, de maman aussi et tout ça, ça m'a remis dans un rythme qui n'était pas le mien. Et donc, je pense que le fait en fait, d'avoir découvert un anévrisme en 98, d'avoir subi une chirurgie en 2001, parce qu'on me disait, ben là, tu pourrais en mourir. Donc, OK, j'ai accepté d'avoir une chirurgie au cerveau qui n'a rien réglé d'ailleurs parce qu'ils n'ont rien pu faire pour moi. Hmm. L'énévrisme était mal placé. Après ça, de vivre avec ça, et je faisais déjà du yoga, donc je me suis remise au yoga. Et pour moi, c'est une amie, Nicole Bordelot, avec qui je faisais le yoga. C'est grâce à elle que je me suis Oui, remise au yoga. l'autrice. Est-ce que c'est ça? Elle est Pardon? une autrice assez populaire? Oui, Oui, ok, exactement, oui, oui. Nicole. Donc, elle enseignait avec moi au collège, on se connaissait bien, elle était styliste, moi je faisais autre chose, en tout cas on était dans des domaines parallèles. Et j'étais à son studio de yoga après une pratique et elle me dit, Bernadette, quel est le pourcentage que tu y mets à ta situation au niveau du cerveau? Hmm. J'étais dans une phase où j'étais en train de nier ce que j'avais. Donc, je m'en allais vers peut-être une rupture ou quelque chose comme ça. Puis, je dis, ah, j'y ai jamais pensé. Ben, elle dit, c'est nécessaire. Elle dit, il faut que tu te dises que ça existe, que ça prend telle place, puis, mais le reste, tu le vis. Donc, elle m'a fait Hmm. réaliser que, ben, peut-être que je m'étais remise sur le chemin d'un danger possible. Oui, Et oui. effectivement, en 2017, j'ai eu ce qu'on appelle une percolation, donc une petite rupture d'anévrisme. Et je pense que c'était une année très, très, très difficile. En fait, ma mère est décédée, je m'en occupais beaucoup et oui, ça crée comme une tristesse, mais une libération parce que je Hmm. pouvais m'occuper de moi un peu plus. Et j'ai contracté la maladie de Lyme. J'ai Ah. perdu 2 chats, 2 chiens. En tout cas, c'était une année assez particulière. Et c'est là que j'ai décidé, en fait, de sauter dans le Shinrin-yoku parce que Hmm. j'étais en contact avec le Shinrin-yoku depuis 2009 au Japon. Mais ce que je veux dire, c'est de dire, je peux pas être la seule à pratiquer le Shinrin-yoku ici au Québec. Je dois le faire connaître. Je dois faire connaître ses bienfaits. Et c'est là que j'ai, moi, commencé à dire, ben, je vais former des gens parce Je que vois. toute seule, je pourrais pas faire connaître cette pratique-là. Ah, Donc, oui, oui. c'est un peu cette Je- prise de conscience physique de ce Mhm. besoin de ralentir et de déstresser, mais aussi ce besoin de partager, pas de le Oui, garder pour moi. Ça, oui. c'est important. Avec tous ces événements significatifs et profonds qui sont arrivés aussi, euh, il y a eu un certain déclic, donc, après ça, et tu voyais certains bienfaits euh, de ta pratique depuis 2009 avec le Shinrin-yoku. Quel genre de bienfaits, à ce moment-là, tu voulais partager avec les autres? Je reste dans une pratique, je dirais une pratique et d'une façon de voir la vie. Je reste très scientifique de par
mes diverses formations Mhm. préalables. Donc, pour moi, c'était important au départ, c'est-à-dire ce que je ressentais comme bienfait, la nature me calmait, mais je ne pouvais pas expliquer scientifiquement pourquoi elle me calmait, pourquoi je sentais, dès que je rentrais dans un lieu, un milieu naturel, principalement forestier, c'est comme si même ma respiration changeait sans que moi, j'insiste sur ma respiration ou que je m'arrête sur ma respiration. Déjà, Mhm. j'avais l'impression que mes poumons s'ouvraient comme si je me donnais la permission de respirer à plein poumon. Tantôt, on parlait de différents sens, mais le sens de la nociception, elle est vraiment Mhm. importante. Quand j'arrive à Montréal, par exemple, au centre-ville, je respire moins profondément, comme si j'ai peur de me polluer à l'intérieur. Quand j'arrive dans une forêt, c'est comme Mhm. quand on arrive en haut d'un promontoire, là, d'un pic, là, puis qu'on voit cette étendue, on respire, là, on ouvre les bras, puis on est là, ah, Oui, que oui, ça on fait du bien. embrasse. Oui. C'est naturel, c'est ce qu'on fait, c'est parce qu'on sait que l'air est bon, et donc on s'emplit de cet air-là. Donc là, j'avais que comment je pourrais dire, ce ressenti instinctif et intuitif de m'ouvrir à plein poumon. Donc, ça, je le savais, hein, c'était comme ancré, Mhm. c'était intégré. Et quand je me suis intéressée au Shinrin-yoku, pour moi, c'était vraiment important de faire le lien avec ce qui avait été reconnu scientifiquement par différentes recherches. Et les premières recherches, bon, elles ont été initiées par les Japonais, mais ça aussi, c'est toute une, c'est toute une histoire du pourquoi, en fait, c'est le Shinrin-yoku et pas, et même voir bain de forêt. Je ne veux pas utiliser le mot bain de forêt, je pourrais l'expliquer, euh, mais c'est parce que les Japonais, c'est eux qui ont initié les premières recherches pour le prouver Mhm. scientifiquement. Et donc, je me suis attardée à euh, me le prouver finalement, c'est-à-dire de lire les articles, de les comprendre, de rencontrer justement Chin Lee qui est à l'origine des premières publications de ses recherches, puis après de Traduite son en livre. anglais, j'imagine. Oui, oui, c'est OK. en anglais. Mais Chin Lee, c'est ça. En fait, il est chinois, il vit à Tokyo. C'est très difficile pour un Chinois de vivre à Tokyo, Hmm. mais quand même, c'est son choix. Il fait beaucoup, beaucoup l'éloge de la pratique du Shinrin-yoku. Et c'est lui, en fait, qui a décidé de faire un peu la promotion à l'étranger. C'est le Oui. premier. Et je pense que ça prenait un nom japonais pour le faire. Mhm. Parce que les Japonais sont un peu, comment je peux dire, avares de leurs connaissances Hmm. et auraient voulu garder ça pour eux, je crois, au départ. Maintenant, ils sont fiers, mais au départ, c'était non, ça nous appartient d'avoir découvert plusieurs bienfaits, dont un qui était, j'appelle ça le scoop du moment, c'est-à-dire de découvrir qu'il y a des phytoncides, ces hormones de communication qui sont libérées dans l'atmosphère, dans l'air, par les molécules aromatiques, par les arbres, mais aussi par d'autres plantes comme la lavande, le romarin. Donc, on n'a pas Hmm. toujours besoin d'arbres, mais c'est sûr que les arbres en produisent beaucoup. Donc, parmi toutes les recherches et les résultats positifs qui démontrent les bienfaits de la nature, et il y en a énormément, euh, le Japon est, en fait, le peuple qui a découvert ces phytoncides-là. Et c'est pour Wow. ça que ça les a mis à l'avant de cette pratique-là, qui l'ont fait ressortir, puisque les Japonais le pratiquent dans leur tradition shintoïste. C'est pas quelque chose de nouveau pour eux, mais de l'avoir structuré Mhm. de façon à pouvoir l'offrir et de l'offrir surtout euh, aux employés de compagnie. Parce que le but des Japonais, c'était de diminuer l'absentéisme au Hmm. travail Ah euh, oui, oui, et, oui. de, et, de, et de réussir à contrer, je dis pas le vieillissement, mais de répondre au fait que le vieillissement de leur population, comme chez nous d'ailleurs,
est importante. Et il y a le fait qu'il y a énormément de maladies cardiovasculaires, de diabète et de maladies créées par le stress. Le taux de suicide chez les hommes, c'est à peu près comme chez nous au Québec. Donc, ils se sont dit, nous voulons structurer une pratique que nous reconnaissons comme étant préventive et voire curative, et on va l'offrir d'abord aux employés de grandes compagnies. Et c'est surtout comme ça qu'ils le pratiquent au Japon, à part le traditionnel Shinrin-yoku qui est pratiqué par des familles qui ont accès à la nature, parce qu'on pourrait aussi parler beaucoup de l'accessibilité à la nature. Oui, C'est pas oui, ça c'est évident un grand toujours, hein? C'est sujet, pas oui. évident, oui. Donc, les Japonais, de par leur croyance, hein, shintoïstes, ils sont shintoïstes de par leur naissance. C'est pas comme nous, on choisit des fois une religion ou un mode de vie. Ils sont déjà shintoïstes de par leur naissance. Et dans le shintoïsme, la nature est plus grande qu'eux. Et on y retrouve des kami, c'est-à-dire des dieux. Et j'aime pas dire qu'ils sont bons ou méchants, c'est comme la mythologie grecque, c'est-à-dire Oui. en observant ce qui se passe dans la nature, on peut créer notre propre morale, nos propres valeurs. Les archétypes. Exactement. Et c'est merveilleux. Donc, la nature, c'est elle qui nous éduque, en fait. Et elle est plus grande que nous, donc doit la respecter. Et pour ce faire, ben, souvent le dimanche, les familles ou même les amis, c'est ça, ils vont se rencontrer sur le site d'un temple bouddhiste ou d'un site d'un sanctuaire shintoïste. Ils vont se recueillir, ils vont être principalement en silence, ils vont se balader très tranquillement. Les enfants sont là, ils jouent, ils crient pas, parce que moi, je trouve que les Japonais, j'ai jamais entendu un enfant japonais vraiment crier. Non, c'est vrai. C'est assez étonnant. Plusieurs Euh, fois, tu as fait juste une petite pause là-dessus. Tu es allé souvent au Japon? oui, depuis 2004, c'est minimum une fois par année, sauf OK. pendant la pandémie, Wow. puis des fois OK. 3 fois. Donc, je ne les ai pas comptés, Ben, mais ouais, ça fait oui, plusieurs. OK. ça fait plusieurs. Merci. Donc oui, je peux affirmer presque que les enfants japonais sont pas très turbulents, mais ils sont heureux, ils jouent, en tout cas dans la nature. Une Et belle étude longitudinale sur les enfants criards ou pas. ouais, c'est ça, c'est une étude anthropologique, tiens. Wow. Mais j'ai pas fait de statistiques, mais en tout cas. Et c'est justement, comment je pourrais expliquer, c'est que cette façon de voir les gens, les familles déambuler avec un petit sourire tranquille. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est que il y a peut-être un des leurs qui dit quelque chose que j'interprète évidemment comme ah oui, cette semaine, j'ai eu de la difficulté avec un de mes collègues. Puis là, il y a un silence. Puis un peu plus loin, il y en a un qui dirait ah, mais regarde ici, les arbres collaborent, ou regarde comme chacun laisse à l'autre le soleil entrer pour le laisser vivre. Donc, c'est des remarques comme ça. Et c'est comme ça qu'ils se font, j'appelle ça, ils se font leur propre Shinrin-yoku familial. Et ça finit par un thé, une collation ou voire un pique-nique. Donc, ça, c'est dans la tradition. Parce que quand on va au Japon, puis on dit qu'on fait du Shinrin-yoku, ah oui, ben on va vous suggérer tel endroit. Et tous les sites au Japon, même à Tokyo en plein centre, sont entourés par la nature. Ah oui. Toujours. Il y a toujours un jardin, il y a toujours des arbres. Des fois, oui, c'est aménagé, des fois, c'est plus ou moins aménagé, mais c'est toujours en présence de la nature qui est plus grande qu'eux. Ça doit être un critère essentiel, exactement. C'est la nature est plus grande qu'eux dans leur philosophie, alors ça doit avoir teinté aussi toutes les variations ensuite. Oui, évidemment, évidemment, oui. Ben, en fait, même en psychologie, le fait de se recueillir, le fait d'avoir de la gratitude, euh, j'ai plusieurs amis psychologues ou psychiatres, puis on parle beaucoup
de justement cette importance d'avoir de la gratitude, Hmm. importance de collaborer. On dit quelquefois que les gens qui sont suicidaires, à partir du moment où on leur permet d'être bénévoles, ben, ils vont sentir qu'ils ont une reconnaissance, qu'ils sont utiles à la société et Mhm. que ça va leur permettre donc de se reconnaître et de ne plus être seul, de briser l'isolement et justement de sortir de cet état suicidaire. Et je pense que c'est un élément important de se reconnaître, de briser l'isolement, que de pratiquer le Shinrin-yoku, ne serait-ce que juste d'être deux, trois et de prendre le temps d'être fasciné, ce que je disais tantôt, c'est déjà énorme dans la Mhm. pratique du Oui, Shinrin-yoku. oui. La gratitude qu'on est entouré de plusieurs formes d'êtres vivants. Mhm. Déjà là, on se sent peut-être entouré. euh, Est-ce que, là j'entendais à l'instant, deux, trois personnes, elles ne seront pas allées seules dans la forêt et à pratiquer le Shinrin-yoku ou on doit être accompagné? Ben, je ne sais pas si on peut comparer ça au yoga, au qigong, au tai chi, surtout quand on commence. Il y a énormément de livres sur le Shinrin-yoku, il y a énormément de livres sur le yoga. Moi, pour être formée, je me suis formée, j'ai fait mes 300 heures en Inde, à Hmm. Rishikesh. Pourtant, je pratique juste pour moi, donc Oui. on va parler de la solitude. Je pense que dans ces pratiques-là, il faut d'abord, au départ, je dis pas d'être formé, mais d'être accompagné plusieurs fois par un guide Hmm. pour comprendre comment vraiment entrer dans la pratique. Oui. Pour entrer dans la pratique, c'est après 2 heures de déambulation, de prendre son temps, à prendre son temps, de prendre le temps de contempler, de méditer si on en est capable, Oui. euh, d'être fasciné, d'entrer dans cet état de fascination. J'en parle beaucoup, je l'expliquerai peut-être tantôt, mais c'est vraiment important d'entrer dans cet état-là. En fait, scientifiquement, c'est d'initier le système parasympathique, le nerf vague, donc d'arrêter de ruminer et de laisser tomber l'activité du lobe frontal. C'est très scientifique. Mais pour ce faire, Mhm. pour vraiment comprendre et de d'intégrer ça dans son corps, oui, je vais dire, il faut avoir un guide qui nous permet de se sentir en sécurité Mhm. dans la forêt, ne pas avoir ce souci de dire, ah bon, est-ce qu'il y a des animaux ou il y a des gens qui vont passer, qui vont me perturber, même des chiens, ça peut arriver, Oui. ou un raton laveur sur le Mont-Royal qui va vouloir attaquer mon sac à dos. Bon, quand on est seul comme ça, c'est différent que lorsqu'on a un Oui. guide qui nous propose d'être, parce en fait, il nous crée des invitations à être avec le vivant, et donc on se laisse aller, on lâche prise et on accepte donc d'être invité, Oui. hein, et de se laisser aller. Et donc, on entre vraiment dans cet état d'être. Tandis que seul, d'ailleurs, moi, je l'ai déjà essayé, mais j'avoue que c'est difficile quand on est guide, c'est de me dire, OK, aujourd'hui, je me fais un Shinrin-yoku. On fait ça entre nous, entre guides, on dit, OK, mais écoute, la pandémie, on ne pouvait pas amener des gens, ben, au moins, est-ce qu'on reste dans notre pratique? Donc, OK, on va essayer de se faire un Shinrin-yoku. Mhm. C'est presque impossible. Ah oui, hein? C'est presque impossible. Moi, j'aime bien assister, être participante dans un groupe d'un autre guide pour me laisser Oui. guider, me S'abandonner. laisser aller, exactement, sans avoir à réfléchir à quelle invitation je pourrais m'offrir aujourd'hui. Je comprends tout à fait la nuance, puis le parallèle avec le yoga est très Mhm, clair. C'est vraiment assez fascinant. Euh, J'aimerais revenir à un élément mentionné quelques minutes plus tôt. mhm. Je n'aime pas, je vais peut-être mal paraphraser, je m'en excuse, là, mais Ça je va. n'aime pas les bains de forêt. Euh, Ah, ah. Pourquoi donc? Pourquoi l'expression? Parce que moi, quand j'ai commencé mes recherches initialement, euh, j'ai écrit, pour être bien transparent, bain de forêt en ligne, puis il y avait beaucoup d'expressions, d'articles de ce genre. Pourquoi donc, Bernadette?
Ben, je vais l'expliquer simplement. Puis c'est drôle parce que hier, j'ai lu un article rapidement qui vient de sortir dans Le Monde, écrit par Éric Brisebard, qui pratique la sylvothérapie, puis qui dit, moi, j'aime bien la traduction de Bain de forêt. Éric, je le connais un peu. Je pense que je vais rentrer en contact pour lui dire que, ben, tant mieux s'il aime bien la traduction de Shinrin-yoku par Bain de forêt. En fait, c'est une traduction qui a été trop facilement proposée aux Occidentaux Hmm. par les Japonais, parce que si on prend l'idéogramme, en fait, chaque idéogramme dans le pictogramme de Shinrin-yoku, forêt, c'est pas vraiment la forêt pour les Japonais, c'est tout l'environnement forestier. Donc, et comme la forêt est, ben, le Japon, c'est presque une forêt, à part les grandes villes. Donc, c'est la nature. Et dans le pictogramme de Shinrin, on peut apercevoir 2 grands arbres et 3 petits arbres. Or, dans l'idéogramme même de l'arbre, si on enlève j'appelle ça le bâton central, ça devient l'être humain. Et après Hmm. ça, le Dieu. Donc, ça veut dire qu'on fait partie de. Donc, c'est vraiment tout l'environnement forestier ou la nature. Et le mot yoku, ça ne peut pas se traduire par bain. En fait, quand ils ont proposé bain, ils l'avaient pourtant expliqué. Ils avaient dit, c'est comme nos bains, c'est comme la traduction de ce que veut dire nos bains. Quand on va prendre un bain, quand on va dans un site de thalassothérapie, par exemple, euh, c'est pour s'envelopper, se purifier. C'est vraiment une expérience de purification Mhm. et de Oui. bien-être. J'avais Alors, lu c'est que pour ça la qu'il relation dit, avec les bains est à un autre niveau, justement, de purification et avec mhm, une autre signification nippone, si je ne me trompe pas. oui. Puis on pourrait traduire ça par la voie de l'eau, comme le chado qui est la voie du thé, comme évidemment le karaté-do, le judo, donc ce do Hmm. qui est la voie de. Et puis moi, je préférais, je sais pas si je peux poser comment je pourrais dire, donc en faire ma marque déposée, mais je l'appellerais plus la voie de la forêt La voix de la forêt. que un bain de forêt. Oui. Peut-être parce Ouais. qu'on ne comprend pas ou on comprend mal la profondeur de ce que peut être un bain. Ici, un bain, Mhm. nous, c'est peut-être ce qu'on retrouve plutôt dans nos appartements et maisons. Oui. C'est cette partie-là qui achoppe, qui accroche. Mais j'apprécie beaucoup l'explication. J'adore aussi la suggestion, la voix de la forêt, parce qu'elle nous parle, la forêt. Et on a déjà franchi la barre des 40 minutes ensemble, Bernadette. Habituellement, nous ici, c'est une trentaine de minutes, mais j'adore ça. Donc, on continue. J'ai une dernière portion que je veux Oui. creuser aussi avant ton mot de la fin. C'est devenir guide. Euh, Parce que quand on remonte il y a quelques années, il n'y a pas d'organisation ici comme telle au Québec de la pratique, de ce que j'ai pu comprendre. Euh, Tu as été certifié au Japon lors de tes nombreux voyages et ici, il y a une fédération créée par toi-même. Est-ce que c'est un peu ça, grosso modo? Ben, il faut quand même que je donne beaucoup de reconnaissance à l'association américaine, la l'ANFT, là, The Association of Forest and Nature Therapy, Hmm. parce que quand je faisais mes recherches, c'est-à-dire que j'ai pris connaissance du Shinrin-yoku en 2009, enfin, dans une rencontre exceptionnelle d'un jeune guide qui venait d'être certifié. C'était la première cohorte formée au Japon, donc j'ai eu ce privilège, j'aime mieux dire privilège que Mhm. chance. Et par la suite, je me suis dit, ah, c'est ce que je veux faire parce que je conçois que c'est ce qui va aussi m'aider, puis je désire être guide. Maintenant, se former, c'était impossible au Japon.
parce que c'est sur plusieurs fins de semaine, des jours par-ci, par-là, sur un an, et l'examen, ben, il est en ligne en japonais. Donc, c'est presque Ouh. inaccessible pour moi. Alors, ce que bon, j'avais quand même cette idée-là. Et d'ailleurs, quand mon amoureux m'a entendu dire c'est ce que je veux faire à ma retraite, il m'a dit ah non, pas encore quelque chose parce que quand moi je décide quelque chose, je le fais. Donc il était comme pas désespéré, mais c'est quoi cette idée? Ben, Oui, il a oui, compris oui. parce que la première fois qu'il m'a vu guider, d'ailleurs, il m'a fait vraiment une affirmation qui était extraordinaire. Il m'a dit, c'est la première fois que je réalise que tu es enfin dans ton milieu puis heureuse. Donc, ça a été C'est comme une incroyable. révélation que lui le voit, là, parce que Oui. c'est ça. Et voilà, puis il m'appuie beaucoup dans tout ce que je fais. Mais ça a été ça a été la pierre angulaire du début. Hmm. Et voilà. Donc, je donne quand même beaucoup d'importance à la formation de l'ANFT. Oui. Amos Clifford, euh, donc j'étais dans la deuxième cohorte de l'ANFT et j'aime pas comparer en fait l'ANFT, la structure même de leur guide. C'est une séquence qui se ressemble beaucoup, qui a vraiment une suite logique d'invitations. Tandis que le vrai Shinrin-yoku, c'est pour ça que j'ose l'appeler le vrai Shinrin-yoku, et c'est pour ça que je l'appelle Shinrin-yoku, que je garde le nom, parce que Hmm. aussi Dr. Chin m'a donné l'autorisation de l'utiliser. Euh, c'est d'amener des types d'invitations qui n'ont pas nécessairement toujours dans le même ordre, dans la même séquence. C'est des types d'invitations qui amènent le maximum de bienfaits que peut nous offrir la nature au moment précis où on est avec elle. Hmm. Et non pas dire, ah bon, oui, c'est vrai, on, on fait ralentir les gens parce que c'est important pour les amener, en fait, à être fascinés par une contemplation, une méditation, une réflexion. Et après ça, on amène d'autres niveaux d'invitation qui sont aussi essentiels pour qu'ils puissent se reconnaître en tant qu'être humain. Et on a tout ça dans le Shinrin-yoku et le guide essaie vraiment, en fonction de ce que la nature nous offre dans le sentier qu'on a choisi quand on amène les participants, à leur faire vivre tous ces types d'invitations-là. Hmm. Donc, pour moi, je reviens au guide, je suis désolée, mais c'était juste pour expliquer que pour moi, la NFT, la formation de la NFT n'était pas complète. Et même, ils disent qu'ils sont plus spirituels que le Shinrin-yoku. Ça me fait rire aussi. En fait, la spiritualité, ça appartient à chacun. Donc, on peut pas... Euh, c'est pas un dogme. S'étiqueter, oui. Oui, c'est ça. Alors, oui, il peut y avoir une quête de spiritualité chez certains des participants, mais juste par la réflexion, quand il dit, j'ai eu l'impression de rentrer dans un temple, j'ai eu besoin de me recueillir, j'ai eu de la gratitude, je me suis sentie reconnue. Ben, en fait, c'est ça, si on prend les préceptes d'une religion, c'est d'essayer de répondre à d'où je viens, où je pars, qui suis-je. Donc, Mhm. dans le Shinrin-yoku, il y a ça. C'est présent, mais c'est pas pointé du doigt et c'est pas induit. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'après, moi, j'ai voulu devenir guide parce que je me dis, il faut qu'on amène les gens à bénéficier de tous les bienfaits que nous offre un lieu et par eux-mêmes, ça va être difficile. Ça va être difficile. Oui, oui, Même oui, oui. s'il y a des gens qui me disent, ah, mais moi, je fais du Shinrin-yoku tous les jours, je travaille avec la nature, je suis ingénieur forestier et je suis en contact. Ben, ça veut pas dire que tu réussis à initier ton système parasympathique puis ton nerf vague. Mais ça, Non, bon, c'est ça. voilà. C'est une bonne case départ, un bel environnement de travail, mais ça ne veut pas dire qu'il y a la profondeur ou euh, le contexte propre de guidage et Mhm. d'invitation qui est reçu par ces gens-là qui sont en forêt tout le temps, autant les Ouais. animateurs de plein air que ceux qui travaillent dans ces environnements-là. Est-ce qu'il y a eu, depuis ta nouvelle approche, une belle, l'effet boule de neige
dans la province a eu son effet? Est-ce que vous êtes maintenant une belle communauté de guides? Oui, en fait, on est 38 membres plus 12 pour l'instant. Je dis 12 parce que c'est les apprentis de la dernière formation. OK. Il va en avoir 11 autres. Ça ne veut pas dire qu'au bout de leur formation, parce que ça dure 1 an, est-ce qu'au bout de leur formation, ils vont nécessairement vouloir rester membres de notre association? Puis dans notre association, on accepte aussi les guides qui ont été formés par la NFT. OK. On est les seuls à faire ça, à part la fédération qui existe en France que j'ai co-impulsée. OK. Donc, Wow. il y a vraiment un besoin de se regrouper, d'échanger et de ne pas se juger par rapport à la façon dont on amène les gens. Je pense que ce qui est important, c'est de vouloir faciliter l'accès à ces bienfaits-là. Et on a ça comme valeur entre nous, que ce soit Éric Brisebard dont je parlais tantôt. Oui. Éric est dans les Vosges, j'appelle ça, c'est le roi des Vosges pour la sylvothérapie, il est très drôle d'ailleurs. Puis il y en a d'autres qui pratiquent la sylvothérapie qui est moins définie que le Shinrin-yoku, moins structurée même que la pratique de l'ANFT. Je pourrais dire qu'il y a 2, 3 formations ou associations, institutions qui ont cette structure et cette volonté d'amener des bienfaits diversifiés. Il y en a beaucoup dans ceux qui pratiquent la sylvothérapie, surtout en Europe, qui ont une façon d'amener la sylvothérapie. Il y en a un qui c'est presque uniquement par la respiration et il y en a d'autres que c'est presque uniquement par le contact avec les arbres. Donc, ça enlève, en fait, ça ne permet pas d'atteindre le plus de bienfaits possible. Voilà. Et est-ce que la sylvothérapie, c'est un cousin ou c'est vraiment un synonyme du Shinrin-yoku? Justement, c'est intéressant parce que dans ma formation, la formation que j'ai offerte dans les Cévennes, j'avais un ami qui est venu comme intervenant, comme co-formateur pour une journée, formé par la NFT, puis lui, il considère que le Shinrin-yoku est une forme de sylvothérapie dans la définition de la sylvothérapie, sauf que dans la sylvothérapie, ça restreint à l'apport des arbres. Et donc, je pourrais être dans une prairie au bord de la mer et je pourrais pratiquer le Shinrin-yoku. Je vois. Donc, c'est un peu ça. Je trouve que c'est... Oui, on fait un peu de sylvothérapie, on va appeler ça comme ça, mais c'est beaucoup plus vaste, le Shinrin-yoku. Ah, c'est très clair. Mais merci beaucoup, Bernadette, pour ce magnifique témoignage. Je pense que ça va ouvrir beaucoup d'horizons. Les miens, en tout premier lieu. Hein, je suis la première personne à avoir écouté ces mots, ce témoignage de ta part. Je crois que dans notre belle province, c'est clairement quelque chose qui peut faire du bien aux gens. C'est l'impression que j'en ai eue. Donc, merci d'être une ambassadrice de premier plan pour reconnecter les gens à un rythme qui peut leur être bénéfique. Je trouve ça très, très, très important, vital, crucial même dans notre société moderne. Merci beaucoup pour tous ces efforts. Et je veux savoir si tu n'avais pas un petit mot de la fin pour nous ici à Capital Plein Air. Oui, en fait, je voudrais vous laisser ce message. Ce n'est pas parce que l'on fait de la randonnée puis qu'on va plus vite que nous, on dénigre ces personnes qui... Parce que je suis convaincue que aussi faire de la randonnée, aussi faire de la descente de rivière, etc., camper. Mais de toute façon, je suis sûre que quand on campe, on fait beaucoup de Shinrin-yoku sans le savoir. Donc, c'est d'être déjà en contact, donc le fameux plein air, d'être déjà dans ce plein air, à respirer à plein poumon, c'est déjà un début du Shinrin-yoku. Donc, moi, je dis, oui, il faut continuer à être dehors puis bénéficier des bienfaits de la nature, même si on n'est pas accompagné d'un guide facilitateur. C'est ça mon mot de la fin, oui. Bon, ben, j'adore ça, c'est vrai. Il faut sortir à l'extérieur, puis ensuite de ça, notre curiosité va être piquée. Puis éventuellement, ce qu'on veut, n'est-ce pas, Bernadette, c'est qu'on soit fasciné. Ça, c'est le mot que je retiens aujourd'hui.
Merci beaucoup. Je suis le premier à être fasciné par tout cela. Merci encore pour ton temps aujourd'hui. Ah, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci aussi de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Un immense merci, Bernadette, pour cette conversation remplie de sagesse, si éclairante. J'espère vraiment que votre organisation et le monde du Shinrin-yoku va aider plusieurs personnes à aller en forêt et à aimer le rythme qu'ils et elles ont lorsqu'elles vont en forêt. C'est tellement important quand on parle de plein air aussi d'être conscient quand on va s'immerger en milieu naturel. Là, je pense que ça ajoute une belle plus-value à toute pratique et à toute activité. Alors, merci aussi à vous d'avoir écouté l'épisode au complet. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet au www.skialecole.org/balado au pluriel pour écouter, commenter ou nous laisser une petite étoile, bon commentaire pour le référencement de cette balado en ligne. Là, ça va vraiment aider. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à y aller. Sinon, une petite note à la fin. On ne voudrait surtout pas oublier nos commanditaires, à commencer par la Fédération canadienne de la faune. Merci beaucoup. C'est extrêmement apprécié. Votre support nous permet de continuer à jaser de plein air accessible. Merci aux Caisses Desjardins qui sont avec nous depuis le début, grands partenaires de Ski à l'école. C'est vraiment là, des deux partenaires majeurs à qui on lance des fleurs. Merci beaucoup de nous accompagner. Et on se dit à très bientôt tous et toutes pour une autre randonnée en route vers Capitale Plein Air.